Ça sera notre dernier plateau de cette journée de vendredi pour ce café des libraires. Alors je rappelle toujours un petit peu de temps en temps le principe sur ce café des libraires. On essaye de parler des livres, on essaye de vous donner envie ensuite de continuer la discussion en tête-à-tête avec l'auteur en lisant les livres, voilà. Et bien sûr, ce café des libraires est animé par un libraire, c'est la moindre des choses. Donc c'est le libraire qui fait les interviews. Et là, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Cluzot, qui est libraire à Libre à lire à Paris. C'est dans le 11e. L'adresse exacte? C'est rue Samor, dans le Voilà. 11e. Et c'est le boss. Enfin, c'est le patron, quoi. Hein. J'essaye. Ah bon? Pas beaucoup d'autorité? On en parlera après. Alors là, on a un plateau qui s'intitule Défier la norme. Alors, comme je vous le disais, ce ne sont pas des débats à thème, ce sont vraiment, mais quand même des thèmes qui réunissent des livres qui ont à voir un petit peu parfois quand même les uns avec les autres. Alors, avec nous sur le plateau ce soir, je vais présenter d'abord Sarah Messa qui va nous quitter en cours parce que je crois qu'elle a un autre rendez-vous tout à l'heure. Merci quand même d'être là. Sarah Messa qui va nous parler de ce livre La famille traduite de l'espagnol, La famille traduite de l'espagnol par Delphine Valentin, qui est paru chez Grasset en avril dernier et qui sera interprété par Guillemette Mongeville. Monge Romero. Je pique un petit bout de son nom pour donner c'est la fin de la journée sans doute. Guillemette Monge Romero, voilà. Avec à côté d'elle, Éric Chacour, qui nous parlera de Ce que je sais de toi, un livre paru chez Philippe Ray. Et il n'a pas besoin d'interprète, lui, hein. Et puis, à côté de moi, Chris Kraus, qui va nous parler de ce livre qui s'intitule Danser sur les débris, qui est paru chez Bellefond et qui a été traduit de l'allemand par Rose Laborie. Donc, je crois que tu vas commencer par... Alors, dans l'ordre ce soir... Bonsoir déjà, je vais commencer, puisque Sarah doit partir et nous quitter plus tôt par Sarah. De toute façon, j'aurais commencé par vous. Ensuite, Éric Chacour et Chris... Alors je présente Sarah, je dis un mot sur elle. Alors, je voudrais faire une micro-introduction avant. Ah, c'est bien sûr. Parce que ce n'est... On s'est pas coordonné. C'est vrai que j'ai pas d'autorité, mais... Il a de l'autorité. Non. Bon, déjà, je voulais... vous dire que j'étais très très heureux d'animer ce café des libraires au sein du Festival America qui m'est très cher. Même si ce n'est pas une soirée, je vais parler pas trop vite, même si ce n'est pas une soirée ou un débat à thème, il y en a quand même un, quoi qu'on en pense, autour de ces 3 livres. Alors, une famille, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui en sort pour la vie ? Comme la famille marque sur nous cette empreinte indélébile, quoi qu'il arrive. La littérature, le roman ou la fiction, est une des voies les plus propres à en parler et légitime. Une famille, ça impose, ça guide, ce n'est pas choisi et il est parfois compliqué de s'en écarter, de sortir du moule. Alors qu'est-ce qu'une famille ? C'est les questions que vous avez chacun à votre manière soulevées dans votre roman. La structure familiale, comme on l'appelle, est régie par des agents internes comme le patriarcat, par exemple. Nous en parlerons un petit peu sur votre livre, entre autres, ou externes, hein, comme l'histoire d'un pays, pour le livre de Chris, qui est majeur dans votre œuvre hein, et dans votre travail, ou l'exil, pour Éric Chacour. Donc je suis très heureux d'en discuter ce soir avec vous 3, et je vais laisser Maët... Alors, bon, ça sera pas long, parce que c'est important de garder du temps pour faire parler nos invités. Vous êtes né à Madrid, si mes informations sont bonnes. Vous avez grandi à Séville et vous vivez toujours là-bas. Vous habitez à Séville. Vous êtes poète et écrivaine. 3 de vos romans ont été déjà traduits en français, 4 par 4, paru en 2015 chez Rivage. Cicatrice, paru chez Rivage toujours en 2017. Et Un amour chez Grasset en 2022. Et La famille vient de paraître en avril
dernier. Et vous avez déjà été récompensé par des prix. Et là, donc, nous allons faire la connaissance de cette famille. Alors, on comprend dès le début qu'il y a quelque chose de bizarre, hein, quand même. Tout à fait. Et pour rentrer dans le vif du sujet, alors je voulais déjà dire que par rapport à vos 4 romans parus en France, tout du moins, vous avez une ligne, un travail assez précis, que déjà dans un très beau roman qui s'appelait 4 à 4, vous aviez amené, avancé cette histoire de l'autarcie, du pensionnat, des relations pétries de mystère entre votre protagoniste. Donc un roman que vous pouvez lire, tout à fait, qui est magnifique. Dans la famille, vous nous invitez à un cercle fermé, avec plusieurs voix. Ma première question, pour aller vite, nous avons peu de temps, c'est pourquoi tout simplement avoir appelé votre roman La famille et pas Une famille. Bonsoir. No puedo hablar en francés mucho más, lo lamento, pero bueno, estoy muy feliz de estar aquí, invitada por el festival y con la compañía de estos 2 escritores a Eric he leído su último libro, Chris voy a leer también, porque no me ha dado tiempo, yo no sabía, empecé a mirar con qué autores iba a coincidir en el festival y a leer su obra, pero me quedé en Eric. Pero bueno, es siempre creo que los festivales de este tipo son siempre una oportunidad para que se abra la curiosidad también a leer otras cosas. Ahora respondo. Bonsoir, je ne parle pas beaucoup français malheureusement, mais je voulais dire que je suis très contente d'être ici au festival en compagnie de ces écrivains dont j'ai lu le dernier livre d'Éric. Chris, je vais lire le tien, je n'ai pas encore eu le temps malheureusement, parce que voilà, je trouve que cela fait partie, c'est toujours une opportunité dans ces festivals d'ouverture d'esprit, de pouvoir lire les ouvrages des écrivains avec qui on coïncide sur le plateau. ¿Por qué he titulado el libro La familia y no una familia? No lo sé. No, quiero decir, no es fácil de explicar, es bastante intuitivo cuando uno pone un título y sabes que es ese título. En este caso, cuento la historia de una familia concreta, no pretendo ni mucho menos hacer una radiografía de la institución familiar, pero al mismo tiempo no le pongo un apellido a esa familia. Sí que veo que hay una serie de funcionamientos internos entre los miembros que la componen que tienen que ver con el análisis de las relaciones de poder, que es algo que ha estado presente siempre desde mis primeros libros. Aquí se ha mencionado 4x4. En 4x4 aparecen, en cierto modo, los mismos temas que en la familia. La única diferencia es que 4x4 es un universo alegórico, imaginario, y la familia es un universo mucho más concreto que tiene mucho que ver también con mi propia experiencia, mi propia vida. Alors, pourquoi le titre, pour répondre à votre question? Pourquoi là et pas une? Eh bien, je ne sais pas. Ce n'est pas facile d'expliquer. C'est quelque chose d'assez intuitif quand on choisit un titre. Alors, dans ce cas, je raconte l'histoire d'une famille concrète. Je ne prétends pas faire une radiographie de l'institution familiale en tant que telle. Mais c'est vrai que je n'ai pas donné de nom à cette famille. Et c'est vrai qu'on peut voir une série de fonctionnements internes. Et on peut voir comme une analyse un peu des relations de pouvoir qui s'établissent. Et cela, ça a été présent dès mes premiers livres. Dans 4x4, par exemple, c'est très présent. Alors la différence entre 4x4 et la famille, c'est que 4x4 dépeint un univers allégorique et imaginaire, alors que la famille, c'est beaucoup plus concret et c'est inspiré de ma vie. Dans votre roman, la famille se suivent de courts chapitres, chacun sur une voie différente et dans un temps différent. La temporalité, en fait, intègre la continuité de la relation familiale, que ce soit la jeunesse, l'enfance ou l'âge adulte. Pourquoi avez-vous déjà choisi ces enfants, on va parler peut-être des parents après,
mais ces enfants qui sont radicalement différents, qui représentent chacun, peut-être, pour vous, vous me direz, une phase de l'enfance, ou une phase de la façon dont on s'intègre dans un cadre familial. Comment avez-vous choisi ces caractères, ces personnages? Bueno, yo me di cuenta, yo en otros libros que he escrito, por ejemplo en Un amor, es un libro con un planteamiento formal muy clásico, con un planteamiento nudo desenlace. Aquí me daba cuenta, al contar una historia de una familia, que no era capaz de hacerlo así. No podía alcanzar un sentido totalizador, ni quería hacer una novela de saga familiar clásica, no podía. Me di cuenta de que para mí la aproximación a la familia era similar a la que se hace cuando se abre un álbum de fotos, una caja de fotografías familiares, y vas viendo momentos de esa familia o esos encuentros en los que se habla de recuerdos, ¿no? Y por eso lo estructuré en historias pequeñas, cotidianas, pero creo que muy significativas, que demuestran cómo funciona esa familia. En medio de cada uno de esos capítulos, entre uno y otro, hay grandísimos huecos de significado, hay elipsis muy grandes. Pero yo no buscaba que el lector tenga que componer un puzzle, no es una cuestión de un juego. Es una cuestión, yo creo, de mirada, es decir, de construir una historia a partir de detalles. Yo personalmente funciono así en la adquisición de conocimiento cotidiano. Cuando conoces a alguien, te haces una idea de cómo es por lo que te cuenta, por pequeñas cosas. No tienes un relato completo. Intento imitar eso. Oui, je me rends compte, par exemple dans mon roman Un amour, je me rends compte que le plan était plutôt typique, plutôt classique, le déroulement de l'histoire était classique. Avec le livre La famille, c'est différent. Je me suis rendu compte que je n'ai pas été capable de faire ça, de parvenir à une espèce de récit global. Enfin, je n'ai pas pu faire une saga familiale classique. Ce n'était pas possible. Donc là, ce que j'ai fait, c'est un peu comme un album photo, un peu comme une boîte de photos, de souvenirs familiaux. On ouvre la boîte, on voit des moments, des rencontres, des souvenirs de cette famille. Et c'est pour ça que j'ai structuré mon livre autour de petites histoires quotidiennes, mais pleines de sens, qui montrent le fonctionnement de la famille. Et entre chaque chapitre, il y a des trous, des vides, des ellipses, mais ce n'est pas pour jouer avec le lecteur, c'est vraiment pour construire un regard, construire l'histoire à partir de détails. Parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne au quotidien. Quand on rencontre quelqu'un, on n'a pas eu un tableau global de cette personne. On se fait une idée à partir de certains éléments qu'il nous donne. C'était pas aussi une manière de montrer dans ce livre comment la même éducation reçue par des personnes différentes agit d'une façon différente sur chacune d'elles? Sí, absolutamente. Y creo que esto es algo frecuente en todas las familias, lo hemos experimentado, que diferentes somos de nuestros hermanos y hermanas, habiendo crecido dentro de la misma casa, ¿no? Sin embargo, hay algo en la estructura familiar, en esta familia en concreto, que marca indeleblemente a estos niños cuando crecen. Es una mezcla de las dos cosas. Tienen la huella de la herencia familiar y al mismo tiempo tienen su propia personalidad, su propia manera de construir su vida. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est fréquent dans toutes les familles. On est différent de nos frères et sœurs tout en ayant grandi sous le même toit. Mais cependant, dans cette famille en particulier, il y a quelque chose qui marque ces enfants. C'est un mélange. Ils ont d'une part la marque de l'héritage familial, mais d'autre part, ils ont leur propre construction, la construction de leur identité en même temps. Peut-être le moment de parler des parents. Oui, les parents, quand même, ils ont un rôle extrêmement important. La mère, évidemment, mais le père tout particulièrement, qui est un personnage complexe, je trouve, qui est incroyablement complexe tout en étant un père qui pourrait sembler d'une génération, on va dire, il me semble. Qu'est-ce qu'il a, ce père, en fait, qui intrigue tant ses enfants? Des fois, il bat le chaud, comme on dit. Donc, il est d'une gentillesse incroyable. Des fois, il est totalement distant et
est pétri d'une espèce de rectitude très très forte sur ses enfants. Comment avez-vous réussi ce personnage est incroyable, hein, le personnage du père dans le livre, il est tout le temps présent en fait, tellement il est fort. Hein. Et comment avez-vous réussi à faire ça, à écrire ça quel modèle vous avez, si je peux me permettre Bueno, el personaje del padre para mí es fácil de visualizar porque está inspirado en una persona real, pero es muy difícil de explicar y de escribir cómo una persona puede ser autoritaria y destructiva utilizando buenos principios, por así decirlo. Es decir, la figura del padre autoritario, que es muy frecuente en la literatura y en la vida, está vinculada normalmente a violencia física, a gritos, a en muchos casos a alcoholismo, a la ausencia de ese padre que no llega a la casa, que no cuida. En este caso tenemos más bien lo contrario, tenemos un padre cuidador que cree en la solidaridad, que su máximo exponente en la vida es Gandhi, que va con buenas palabras, pero que sin embargo exige a sus hijos y a su familia una rectitud moral imposible de cumplir. Absolutamente imposible, con lo cual genera en torno suyo un clima de miedo totalmente dañino. Siempre digo, y también creo que podemos reconocer esa figura del pacifista que defiende la paz a gritos, ¿no? Sería un poco ese perfil. Oui, alors le personnage du père, eh bien, c'était assez facile parce que il était inspiré d'un personnage réel. Mais c'est difficile à expliquer comment quelqu'un peut être autoritaire et destructeur en se servant de bons principes. Dans la vie et dans la littérature, on voit souvent la figure du père autoritaire. On voit ce père, par exemple, violent physiquement, ou qui crie, ou alcoolique, ou absent de la maison, qui ne s'occupe pas des enfants. Ici, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on voit un père qui s'occupe des enfants, qui est présent, qui crée une espèce de solidarité, dont l'idole est Gandhi, qui est pétri de bonnes paroles, mais qui exige de ses enfants une rectitude morale qui est impossible à atteindre. Et de ce fait-là, il est environné, autour de lui se crée un environnement de crainte qui cause des dégâts. Je dirais qu'il est un peu comme un pacifiste qui réclame la paix en criant. La guerre. Oui, en criant, voilà, à force, en vociférant. Voilà, c'est un livre. Dès le début, hein, on se dit, c'est bizarre, il y a quelque chose qui dérape. Le père, il est. Enfin bon, vous lirez, hein, c'est mieux. Ça s'appelle... Je pense que c'est indispensable, en fait. C'est un roman magnifique. Bon, et puis c'est vrai que la première scène avec le journal intime... Le journal intime avec un c'est cadenas. extraordinaire. Voilà, quand vous rentrez dans un livre comme ça, vous n'arrêtez plus. Vous voulez savoir pourquoi, et en fait, il n'y a jamais de réponse à pourquoi. Mais c'est ça qui est super, c'est qu'on peut... c'est ça une famille, en fait. C'est plein d'entrées, plein de tiroirs, et vraiment, votre roman est fantastique. Merci Alors, beaucoup. ça s'intitule La famille, donc, traduit de l'espagnol par Delphine Valentin, et c'est paru aux éditions Grasset. Alors, je crois qu'on passe au livre d'Éric. Alors, tu attends que je présente, bien sûr. Oh là là, oh, j'en ai marre. Oui, c'est prévu comme ça. Alors, Éric, il est né à Montréal, de parents égyptiens. Il a partagé sa vie entre la France et le Québec. Toujours La France, j'y Non. vis plus, mais vous m'y amenez Montréal, souvent. à Donc, Montréal. à Montréal, oui. À Montréal. À Montréal. Hein. Le jour, vous travaillez dans des milieux financiers. Jusqu'à il y a 2 mois. Ah, Ça y est, j'ai pris ça un y congé est. sabbatique. Ah, ça y est. Et le soir, je disais, le jour, il travaille dans des milieux financiers, donc c'est plus vrai depuis 2 mois. Et le soir, il écrit. Et il en est fort récompensé. Lauréat des Premières Plumes 2023, Fémina des lycéens, le prix 5 continents de la francophonie 2024 et prix des libraires 2024, 140 000 exemplaires vendus entre la France et le Québec. Les droits acquis dans 15 pays, mis 15 ans pour lesquels. Je comprends que vous ayez pris de la distance par rapport à les milieux financiers. J'ai eu 1 an et demi de déni relatif et puis je me suis dit, bon là je peux plus. Je suis plus capable de tout faire d'un coup, donc voilà. Alors, ce que je sais de toi... Alors, le titre du livre. Maët, tu as tout dit. De ce succès pour un premier roman qui est assez rare, hein, il faut le dire, hein, quand même, et bravo, parce que franchement,
c'est mérité, et je crois que depuis le début, les premiers lecteurs, ou déjà nous, en tant que libraires, quand le livre est arrivé, représenté, ou quand on en a parlé, ça vibrait déjà un petit peu. Non, mais donc c'est le début de la genèse, vient d'avant, du travail de Philippe, évidemment, Oui, qui est un et puis éditeur même, fantastique. et puis même des libraires du Québec, c'est-à-dire avant Voilà. que vous passiez le relais, c'est vrai que les libraires du Québec, je me souviens que Philippe, on lui avait demandé, mais comment est-ce que vous avez trouvé ce livre-là, sorti de l'autre côté de l'Atlantique par un inconnu? Et il avait dit, quand on a vu l'abondance de coups de cœur de libraires sur les réseaux sociaux, donc de libraires québécois, on s'est dit, il faut qu'on le lise, et puis on se fera un avis. Alors après, on l'aimera pas, mais il faut au moins qu'on regarde ce que c'est. Et oui, vraiment, je suis très reconnaissant aux libraires parce que c'est eux qui ont porté ce livre, y compris et surtout à une période où les médias n'en parlaient pas tant que ça. Bon, alors c'est la belle histoire, quand ça passe par là, c'est pas moi qui dirais le contraire. Donc vous avez beaucoup parlé de votre livre, hein, dans les médias, mais on ne s'en lasse pas. Donc c'est à moi, pour ceux qui ne l'ont pas lu, et donc j'incite vraiment, et que j'invite à lire. Vous avez, alors j'ai beaucoup regardé, écouté ce que vous avez fait obligatoirement, hein, en plus d'avoir lu votre livre à l'époque. Alors vous avez dit dans un entretien quand même, et quelque chose de très très beau, vous dites beaucoup de choses très belles, mais vous avez dit que vous vouliez parler du crépuscule d'une communauté. Alors ça devait être peut-être à la télé. Et pour ceux qui ne le savent pas, donc qui n'ont pas lu le livre, je crois que c'est pas mal pour commencer d'expliquer ce que vous vouliez dire par là, donc la source même de l'histoire et d'où elle vient. Alors oui, bien sûr. Donc mon personnage principal vient d'une communauté, une communauté levantine qui se trouve en Égypte. Et Levantins, c'était qui? C'était des descendants de Syriens, de Libanais, qui étaient parfois en Égypte depuis plusieurs générations, mais qui étaient souvent, enfin qui étaient très francophiles, qui parlaient souvent français avant même de parler arabe, qui étaient très chrétiens et qui se voyaient un peu comme un trait d'union entre l'Orient et l'Occident. Et mon personnage vient de cette communauté-là, moi aussi, de manière, incidemment, moi aussi. En fait, je voulais raconter une histoire d'amour, c'était ça l'intention de départ, et je voulais raconter une histoire d'amour où tout séparait mes deux personnages. Je voulais qu'ils n'aient pas le même âge, je voulais qu'ils ne viennent pas de la même communauté, je voulais qu'ils n'aient pas la même religion, pas le même métier, c'est peu de le dire, pas le même niveau de richesse. Et donc, pas la même religion, je me suis dit tout bêtement, il va y en avoir un qui est musulman et l'autre qui est chrétien. Et puis, puisqu'il sera chrétien, c'est assez simple, il sera copte comme 10% des Égyptiens et 95-98% peut-être des chrétiens d'Égypte. Et rapidement, je me suis rendu compte que ce que j'avais envie de raconter, c'était aussi un peu l'Égypte de mes parents qui viennent de cette communauté-là, qui se sont rencontrés tous les deux à Montréal, mais qui sont nés dans cette Égypte-là. Et mes parents, il y avait un truc qui me fascinait, c'est que, en fait, à chaque fois que moi je suis allé peut-être une quinzaine de fois en Égypte, à chaque fois que j'y retournais, je voyais jamais leur Égypte. C'est-à-dire qu'ils me parlaient, enfin, je voyais tous les amis de mes parents qui étaient très francophones, qui étaient très ouverts d'esprit, etc. Et quand j'allais en Égypte, je voyais personne qui parlait français, je ne retrouvais rien des lieux qu'ils avaient connus. Et j'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait, c'était cette communauté-là que j'avais envie de décrire, qui n'est absolument pas représentative de l'Égypte, mais où les jeunes allaient faire du camping devant les pyramides, où les jeunes allaient écouter les vinyles de Françoise Hardy ou de France Gall ou de Claude François dans le club en Égypte. C'était ces jeunes-là que j'avais envie de raconter. Ce qui m'est venu en tête en relisant le livre, en les écoutant, c'est est-ce que la question que je voulais te poser, toute simple et toute peut-être bête, mais c'est pas pour vous cette Égypte-là, c'est pas un peu une Madeleine de Proust où il n'y a pas quelque chose comme ça, d'un souvenir, de quelque chose que vous voulez faire remonter? Parce qu'on ressent ça quand même très fort. Hein, ce pays-là, il vibre quand même dans le livre. Alors ce matin, il y avait des visites scolaires, donc c'était très chouette. On faisait des présentations avec des classes qui avaient lu le livre. Et puis il y a un gamin qui devait avoir 13-14 ans qui m'a dit est-ce que c'est un livre sur la nostalgie? Donc moi déjà, je me suis senti vraiment très très vieux devant un gamin de 13 ans qui me demandait si j'étais nostalgique. Je pense pas. Je crois que je suis assez imperméable à ce genre de sentiments. Voilà, la nostalgie, c'est pas un truc, ce machin un peu poisseux là qui vous prend et puis qui vous endort un peu dans un passé. C'est pas trop mon truc. Mais oui, cette période me fascinait. J'avais envie de connaître cette période. J'avais envie de savoir ce qui s'était passé. J'avais envie de comprendre pourquoi les gens qui m'en parlaient étaient eux parfois nostalgiques. Et j'ai jamais réussi à savoir s'ils étaient nostalgiques du pays qu'ils avaient connu et qu'ils avaient quitté, ou de l'enfance qu'ils ont connue et qu'ils ont quitté,
mais je sais que j'avais envie de parler peut-être un peu de ces deux exils-là. Justement, pour revenir sur le thème, on va dire, de cette soirée, c'est la famille. Alors, la famille, comment elle se compose dans votre roman pour vous? Comment vous la construisez? C'est la famille du passé, c'est la famille qui se reconstruit et qui se crée dans le nouveau pays. Comment vous voyez comment c'est venu dans le livre, en fait? Parce que ça vient peut-être naturellement dans l'histoire, dans votre histoire que vous écrivez, mais comment elle s'est construite? Alors c'est vraiment une fiction, hein, c'est pas mon histoire personnelle, mais il y a quand même un point commun, c'est que parfois je dis en rigolant que ma famille est un peu comme la famille royale britannique, qui fait des très grands rois et des très grandes reines et des tout petits rois. Et je me mets volontiers dans les petits rois, mais voilà, des familles avec des femmes qui sont très fortes. Et peut-être que ça vient quelque part aussi de la société traditionnelle dans laquelle elles sont, et où on ne leur donne pas forcément la parole sur la sphère publique, et elles se la réapproprient d'une autre manière sur la sphère privée. Je crois que j'avais envie de raconter ça, une histoire de femmes fortes. Là, je pense que le livre est un peu une imposture, parce que là, on voit un homme sur la couverture. Il y a deux hommes sur la couverture québécoise. Il y en a un sur la couverture espagnole que Sarah a lu. Mais en fait, c'est pas un roman masculin du tout. Bon, ce que je sais de toi, le jeu, on ne sait pas trop c'est qui, mais le toi, on apprend vite que c'est un homme. C'est vraiment pas un roman masculin. Je crois que c'est un roman sur les femmes. Et comment, dans une famille, il peut y avoir cette espèce de tabou qui finit par prendre toute la place. Ce truc très bizarre d'un absent qui est plus présent que n'importe quel présent dans cette famille. Et j'avais envie de raconter cette espèce de vide-là. Alors, donc oui, la part aux femmes, évidemment, des femmes très fortes. Hein. Leur voix, leurs parfums, qui sont présents. Alors, le problème avec le livre, c'est qu'on ne peut pas tout dire. Parce que pour ceux qui ne l'ont pas lu, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Puisque, en fait, il y a quand même un moment où il y a comme une enquête. On découvre un personnage. La chose, moi, qui m'a beaucoup touché, et je crois que vous aimez beaucoup en parler, c'est la douceur de votre écriture. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très doux. On est emporté dans l'histoire avec un rythme, qu'on trouve rarement, en fait, hein, qui nous emmène. Et je crois que vous y tenez beaucoup à cette douceur. Et voilà, donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous dis, c'est un roman vraiment qui vous emporte dans la douceur, et ça fait du bien aussi. Hein. Merci déjà pour le compliment. Puis je trouve que c'est très chouette de parler comme ça d'une enquête, parce que oui, il y a un peu de ça. J'ai vu un jour sur Internet quelqu'un qui avait écrit « Oh, on dirait un roman policier écrit en poésie ». Et j'ai trouvé que c'était génial, parce que très objectivement, c'est ni un roman policier, ni un recueil de poésie. Mais peut-être y a-t-il malgré tout de l'intention de ces deux gens derrière l'écriture. Et pour ce qui est de la douceur, je pense que chacun peut... Enfin, c'est compliqué de qualifier sa propre écriture, surtout pour un premier roman. On écrit un peu les choses comme elles viennent, mais oui, je crois que si on demandait à une intelligence artificielle de résumer le livre, on se dirait, mon Dieu, c'est rempli de trucs dramatiques. Alors qu'en fait, non, moi j'avais envie d'un truc un peu lumineux quand même. Il y a des choses dramatiques qui s'y passent, mais j'avais envie d'avoir un peu de lumière. Et la création de ces deux personnages-là qui vont se rencontrer, donc il y a d'abord le médecin, le jeune médecin qui vit en famille, qui a une vie plutôt confortable, mais dans laquelle il s'ennuie, qui va créer ce dispensaire dans un milieu défavorisé, etc., et qui va découvrir un autre monde en quelque sorte. Oui, en fait c'est l'histoire d'un déraillement, c'est l'histoire d'une vie qui était prévu sur les rails, et puis je pense que vous avez utilisé le terme confortable. C'est sans doute une vie confortable. Je pense que les vies confortables font sans doute des romans un peu médiocres, donc il va se passer quelque chose. Mais c'était une vie qui était prévue pour être sur des rails. C'est une vie conditionnée. C'est un homme qui allait faire le même métier que son père. C'est un garçon qui allait prendre la même place dans la communauté que ses parents, dont les amis étaient les enfants des amis de ses parents. Bref, le truc était déjà écrit d'avance. Et je pense qu'on est toujours attiré par ce qui ne nous ressemble pas, en fait. Je crois qu'on est toujours attiré par la différence de classe sociale, on est toujours attiré par une autre manière de penser. Et il va tomber amoureux d'un garçon. Et je pense qu'il va au moins tomber autant amoureux de ce garçon pour
pour le garçon beau, intelligent, vif, plein de vie qu'il est, que pour cette image de ce qu'il aurait pu être, de ce qu'aurait pu être sa vie si elle avait été différente, s'il n'avait pas ces contraintes-là, s'il n'était pas obligé de rentrer dans ce moule. Vous avez dit qu'il s'ennuyait, je ne sais même pas s'il s'ennuie. Je pense qu'il ne se pose même pas la question. Je pense qu'il vit sa vie comme ça, de manière un peu programmée. Et à un moment... Oui, mais quand même, il réagit, puisqu'il va créer ce dispensaire. Il va quand même... il va réagir, quoi. Ouais, mais le drame, c'est qu'à chaque fois qu'il sort un petit peu de ce truc, c'est un grain de sable dans le rouage, et ça deviendra à un moment une explosion. Ouais, c'est un très beau livre. Bon, ça s'intitule... C'est une belle conclusion. C'est un très beau livre. Ce que je sais de toi, Éric Chacour, donc, qui a reçu le prix féminin des lycéens 2023 et plein d'autres prix, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui, puis qui continue à trouver encore son lectorat en librairie. En tout cas, c'est une belle réussite. Bravo. On attend la suite, comme on dit nous. Moi aussi. Voilà. Impatiemment. Vous l'attendez, la suite? Ah bah non, oui. vous devez la faire. J'ai mis 15 ans pour pondre 300 pages. Laissez-moi quelques mois. Non, mais on sera patient. Bon, en tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas lu, franchement, c'est un magnifique roman. On va passer à un peu plus... Un peu plus quoi? Un peu plus dur. Dur? Dur dans le bon sens. Chris Kraus. Alors, j'avais écrit un petit texte quand même pour introduire le livre. Alors, où je dis... Alors, pour ceux qui ne vous ont jamais lu, bon, alors, pour ceux qui ne vous ont jamais lu, alors déjà, évidemment, on est là pour ça, mais il faut que vous lisez l'œuvre de Chris Kraus. C'est vraiment une œuvre incroyable, très puissante, littérairement et dans les thèmes. Et avec celui-ci, on n'est pas déçu. Donc, on se dit, bon, c'est le 3e livre, ça va un peu se calmer. Bah, pas du tout. En fait, c'est toujours aussi prenant, c'est toujours aussi vif, et c'est toujours aussi, je dirais, un petit peu bouleversant. Voilà. Alors, je peux présenter? Ah oui, tout à fait. Vous êtes né à Göttingen, en Allemagne. Vous vivez à Berlin. Et alors, vous cumulez les savoir-faire. Alors, réalisateur, scénariste, écrivain, après avoir été journaliste et illustrateur, auteur de plusieurs films pour lesquels... Oh, mais non, mais c'est pas ça, mais c'est que vous avez plein de talents et que je trouve ça injuste que de cumuler comme ça autant de talents. Voilà. Et donc, vous avez reçu plusieurs prix et vous avez écrit plusieurs livres. Donc, alors, c'est là où moi, je suis complètement emberlificotée dans les titres et dans les livres. J'avais écrit 2 sur les 4 romans ont été traduits en France. Il y avait La Fabrique des salauds, paru chez Belfond en 2019, en 2020 chez 10-18. Et puis, il y a eu Baiser ou faire des films. Voilà. C'est le titre en français. Le titre autrement, c'est Femmes d'été, Femmes d'hiver, non? C'est ça, le titre allemand. Et puis aujourd'hui, donc, on va parler de Danser sur des débris. Voilà, toujours chez Belfond. C'est Belfond qui a été détruit. Oh là 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 là, il est temps que la journée se termine. Qui a été traduit, voilà, je vais y arriver, par Rose Laborie, comme les autres d'ailleurs. Voilà. Bon, alors, on va en parler très très vite, mais c'est quand même un roman. Alors je vous dis, c'est un style qui vous prend un petit peu de plein fouet. Quand on commence à lire, on se dit, ok, ça commence tout de suite très fort. Alors là, la famille, elle est carrément, on peut le dire, totalement dysfonctionnelle, même voire éclatée dans tous les sens du terme. Donc je vais tout de suite vous demander déjà qui est Jesco, parce que on le retrouve tout de suite. C'est le personnage principal, on va dire, qui revient voir sa famille pour une raison précise. Et je vais vous laisser expliquer un petit peu qui est Jesco et pourquoi il rentre chez lui.
Ja, vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Ja, es gibt einen großen Kontrast, glaube ich, zwischen Erik und mir, weil Sie gesagt haben, Erik ist sehr sanft und ich bin sehr hart. Und in gewisser Hinsicht spiegelt das ja auch die Klischees. Ich als Deutscher, ja, das erstmal als kurze Reaktion auf Ihre Einführung. Merci beaucoup déjà pour cette introduction. Oui, alors effectivement, on remarque qu'il y a un certain contraste entre Eric et moi. Vous l'avez présenté comme ayant une écriture très douce, moi une écriture assez forte. Moins douce. On peut dire que ça correspond aux clichés tout sur les aussi Allemands. talenteuse. Und es ist auch so, vielen Dank für Ihre Einführung. Das ist nicht mein 3. oder 4. Roman, sondern das ist ein Jugendwerk. Das war tatsächlich mein allererstes Buch, das ich vor einem Vierteljahrhundert geschrieben habe. Merci beaucoup aussi pour votre introduction. Alors en fait, ça n'est pas mon 3e ou mon 4e livre, c'est le premier livre que j'ai écrit, voilà, il y a 25 ans. Und Belfond war so nett und hat diesen Roman dann auch noch rausgebracht. Et c'est Belfond qui a eu la gentillesse de publier à nouveau mon roman. Und weil es ein Jugendwerk ist, hat natürlich diese Hauptfigur mit mir zu tun. Das ist ja ganz klar. Also ich habe mich an meiner Familie abgearbeitet. Und es stimmt schon, dass alle meine Romane mit dem System Familie zu tun haben, was mich an Familie interessiert. Und ich habe mich eben viele Jahrzehnte jetzt in verschiedenen Funktionen mit Familie beschäftigt, ist der Kontrast zwischen diesem kleinsten terroristischen System, das es gibt zwischen Menschen, und der Suche des Individuums nach sich selbst. Und da habe ich eben damals mit Scherbentanz begonnen. Alors c'est une œuvre de jeunesse, donc bien sûr, comme toutes les œuvres de jeunesse, je me suis inspirée de ma propre histoire, de ma propre famille aussi. Et ce qui m'intéresse, le fil rouge dans tous mes romans, c'est le système familial en quelque sorte. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le contraste donc, entre ces systèmes qui existent entre les différents individus, mais aussi la recherche propre de son identité. Oui. Et aussi le système terroristique, c'est... de la famille. Dans la famille, voilà. De la famille. Alors, on va dire que dans vos livres, quand même, revient une forme d'obsession sur l'héritage. Alors, l'héritage, il est de différentes formes. Hein. L'héritage, c'est la famille, hein, c'est d'où on vient. Mais c'est aussi l'héritage de la famille dans son pays. C'est-à-dire qu'il y a, comme j'appellerais, une forme d'entonnoir. Aber das ist aus meiner Sicht natürlich ein Synonym. Also Familie und Erbe gehört zusammen. Das bedeutet ja für das Individuum, dass es sozusagen die Werte eines Systems, einer Familie immer nachleben muss. Und das ist der innewohnende Konflikt von jedem Einzelnen von uns mit dem System, das man sich nicht ausgesucht hat, klarzukommen, obwohl man versucht, sich selbst auszusuchen. Ciao, Sarah. Pour moi, l'idée de famille et d'héritage, elles sont intrinsèquement liées. En fait, c'est aussi comment est-ce qu'un individu évolue, doit se soumettre aux valeurs du système familial et comment est-ce que ça c'est à nouveau visible dans ce conflit intérieur qui l'anime. Alors, juste pour la petite histoire, Jesco revient chez lui parce qu'il a un problème de santé. On en discutera un petit peu après. Et il a besoin d'aide. Hein. Et il n'y a rien de pire hein, que d'être obligé de retourner dans sa famille quand on a besoin d'aide et qu'on n'en veut pas. Ja, ich muss gestehen, ich war junger Filmstudent und ich habe überlegt, was ich für meinen ersten Film machen soll. Und meine Familie war tatsächlich schon zerstört, also meine Herkunftsfamilie. Und ich wusste damals noch nichts über die nationalsozialistischen Hintergründe meiner Familie. Also das war mir in der Tragweite damals noch nicht klar. Ich habe später dann La Fabrique des Salauds über die Dinge gemacht, die ich dann danach rausbekommen habe. Aber es kam kurz vor meinem Buch eben raus, dass es starke Geheimnisse in meiner Familie gab. Ich habe rausbekommen, dass mein Vater eben mit einer anderen Frau ein anderes Kind hatte. Und das hat mich doch sehr irritiert. Und auf dieser Prämisse, auf dieser Arbeitsprämisse, was würde eigentlich passieren, wenn mein Vater herausbekommen würde, also in Wirklichkeit, wenn mein Vater herausbekommen würde, dass mein Bruder, den er ja gezeugt hat, existiert, das hat er noch nicht gewusst, und ich Krebs hätte, wäre er bereit, dazu zu stehen und eventuell den potenziellen Spender zu outen oder nicht? Das war die Arbeitsprämisse dieses Buches.
J'ai commencé en étant étudiant en cinéma et je me suis demandé qu'est-ce que je veux faire comme premier film. Et là, je me suis inspirée de ma propre famille qui était déjà assez disloquée. Je ne savais pas à l'époque, j'ai fait des recherches sur le passé nazi de ma famille. J'ai découvert toute l'ampleur de ce qui s'était passé. Et ça, ces recherches, je les ai faites pour mon roman La Fabrique des salauds. Déjà, à l'époque, je savais qu'il y avait un secret très lourd. Mon père avait eu un autre enfant avec une autre femme. Et ça m'a beaucoup interpellée. Et je me suis posé la question suivante. Si mon père avait su qu'il avait eu un enfant, parce qu'il ne le savait pas, s'il l'avait su et si moi, j'avais un cancer, et si ce frère pouvait me sauver, est-ce que mon père aurait été prêt à révéler son secret ? Bon, là, je pense qu'on a bien avancé sur l'histoire, vous avez compris. Et bon, il y a plein de rebondissements, il se passe plein de choses parce qu'il y a une quête. Alors, il y a dans le livre une femme assez incroyable qui est la mère. Alors, la mère, dès le début, alors c'est toute la force d'ailleurs de votre écriture, c'est que dès le début, elle est folle, mais folle dans un état de folie au point de l'enfermer dans une petite maison au fond du jardin et de la surveiller parce qu'elle essaye de tuer son mari. Sauf que, en fait, la force de Chris Cross, c'est, au fur et à mesure du livre, c'est d'en faire un peu le personnage majeur et saint d'esprit. Et ça, je voulais que vous en parliez un petit peu, le fait au fur et à mesure du roman, comment vous l'amenez vers... En fait, c'est elle qui a la vraie voix, quoi. C'est elle qui sait. C'est elle qui sait. Et ça c'est génial. Enfin, je trouve dans le livre, je trouve ça incroyable. Merci. Ja, es ist gar nicht so einfach für mich, erstmal möchte ich das sagen, gar nicht so einfach für mich, in dieses Jugendbuch zurückzukehren, weil ich damals noch jemand ganz anderes war als heute. Alors, j'aimerais ici dire que c'est pas du tout facile pour moi de retourner à cet ouvrage de jeunesse parce que je suis pas du tout la même personne que j'étais à l'époque. Und es ist für mich auch ein bisschen schmerzhaft, jetzt über diese Person zu sprechen, die eben auch existiert. Das ist eben meine Mutter, die ich viele Jahrzehnte nicht gesehen hatte und die starke psychische Störungen hatte. Und erst jetzt, ich bin 60 Jahre alt, versuche ich herauszubekommen, wo eigentlich diese katastrophalen psychischen Bedingungen gezeugt wurden, wie sie entstanden sind. C'est aussi assez douloureux pour moi de parler ici de ce personnage qui est en fait ma mère, que je n'avais pas vue pendant des décennies et qui souffrait également de graves problèmes mentaux. J'ai aujourd'hui 60 ans et j'essaye encore de comprendre d'où ont pu venir, quelles sont les circonstances qui ont pu créer ces problèmes mentaux, ces troubles mentaux. Ich habe mit meiner, das können Sie sich wahrscheinlich denken, ich habe mit meiner Familie nichts mehr zu tun. Das gibt einem natürlich auch das Privileg, so frei darüber zu sprechen. Ich habe mich eben entschieden, mich von meiner Herkunftsfamilie zu trennen und meine eigene Familie aufzubauen. Trotzdem gibt es, weil Sie über das Erbe gesprochen haben, gibt es nicht nur in der DNA, sondern auch in dem sozialen Erbe, im Erbe der Werte, im Erbe der Emotionen, ob sie nun stattfinden oder nicht, eine Kontinuität, die schmerzhaft ist zu konstatieren. Und in diesem Prozess beginne ich gerade und habe auch gerade ein neues Buch geschrieben, das sich eben mit der Fortwirkung von Familie beschäftigt, obwohl die eigentliche Familie zerstört ist. Quand on parle d'héritage, on ne parle pas seulement de l'ADN, il y a aussi l'héritage social avec toutes les valeurs qui sont véhiculées, les émotions aussi, qu'elles soient présentes ou pas. Il y a donc une forme de continuité et c'est assez douloureux de constater pour moi de penser à cette continuité. Et d'ailleurs, je vais écrire mon nouveau livre, je suis en train d'écrire un nouveau livre là-dessus. On a encore 5 minutes ? Oui. Alors on va parler un peu quand même de l'écriture. On sent déjà qu'il y a du cinéma, hein, quand même. Alors on sait à la fin. Alors à la fin, il y a un petit chapitre pour expliquer la jeunesse du livre. Hein. Alors Ça a été rajouté après.
un petit moment, Ça a été une rajouté visite de Günter Grass. Non, non, non. Non. C'est un autre livre, je crois. Non, Non c'est à la fin de celui-là. C'est ici? Non. Je C'est me à la fin demandais de si ça celui-là. avait été rajouté. Ça a dû être rajouté, je ne sais Ah, pas. c'est C'est vrai. bien dans L'édition celui-là. Oui, Je- non, 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 Je c'est me vrai. trompe pas. Hein. Ouais. Ouais. Non, C'est ça ça. pourrait. Je suis mais- vieux pour ça. Non. Non, ça se voit pas. Tu vois bien. Et non, mais donc, il y a je pense que quand vous l'aviez écrit jeune, comme vous dites. Bon, en fait, moi, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'images. Il y a beaucoup d'images. Il y a des images très serrées sur les personnages, comme des travelling, des choses ou des plans proches, je sais pas comment on appelle ça. Et puis il y a des images du ciel qui sont assez incroyables, comme une scène avec la tondeuse à gazon. Donc je vous le raconte pas, mais vous verrez. Donc on a quand même comme si Chris avait une caméra dans Son stylo. dans son stylo. Donc des fois on est très très proche quand les gens se parlent et on est presque proche de leur haleine. Puis des fois on s'écarte et on a des plans d'ensemble de cette famille qui est complètement dingue, mais absolument génial. Donc je trouve que déjà on sent le côté très cinématographique. Ça fait penser à un certain cinéma. Je pense que scandinave pour ne pas le citer. Et moi j'aime beaucoup cette façon dont vous avez à regarder, à presque filmer les scènes, quoi. On est vraiment dedans, c'est très visuel. Ja, also natürlich, wie gesagt, das war die Vorlage für einen Film von mir. Und ich muss sagen, Sie haben ja damit begonnen, mir so viele Komplimente zu machen, Madame. Vous avez commencé avec faire les compliments. Merci. Es ist aber so, dass ich eigentlich Autor bin. Das war ich immer. Ich habe als Autor von Drehbüchern begonnen. Alors déjà, merci beaucoup pour les compliments. Effectivement, ce livre, c'est en quelque sorte les prémices d'un film que j'ai fait ensuite. Mais vous m'avez fait beaucoup de compliments en disant que je faisais beaucoup de choses, mais je suis avant tout un auteur. Je suis aussi un auteur de scénario, c'est vrai, mais un auteur aussi de livres. Und tatsächlich ist es so, ich hatte schon sehr jung mehrere Kinder, musste die ernähren und habe mich eben dann als Drehbuchautor durchgeschlagen und hatte 8 Drehbücher geschrieben und auch verkauft, aber kein einziges Drehbuch wurde realisiert. Déjà, très jeune, j'ai eu plusieurs enfants et donc ça signifiait des bouches à nourrir, il fallait que j'aille travailler. Et donc j'ai commencé en tant que scénariste. J'ai écrit à l'époque 8 scénarios qui ont été vendus, mais aucun n'a abouti, aucun n'a vu le jour. Und dann ist auf mich ein sehr bekannter deutscher, also ein Oscar-Preisträger auf mich zugekommen, Volker Schlöndorff, und hat gefragt, ob ich die Fortsetzung der Blechtrommel schreiben möchte für Günter Grass. Et puis, il y a aussi ce directeur qui est venu me voir, Schlöndorff, celui qui a fait Le Tambour et qui voulait faire la deuxième partie du Tambour, qui est venu me voir pour qu'on la fasse ensemble. Und das ist absolut, ja, das ist sozusagen, das stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Die Entstehungsgeschichte dieses Romans, die eigentlich aus einer Katastrophe geboren wurde, die habe ich hier reingeschrieben. Et en fait, le début de ce livre, comment j'ai pu écrire ce livre, c'est basé sur la catastrophe puisque ce film ne s'est pas fait finalement. Et c'est ça que j'explique dans le livre. Ja, ich bin also mit Volker Schlöndorff, das kann ich schon sagen, bin ich dann, nachdem ich das Drehbuch geschrieben habe, sehr nervös. Er war aber auch sehr nervös zu Günter Grass, also wirklich ein großer Gott der deutschen Literatur, gefahren und er hat das Drehbuch komplett auseinandergenommen. Donc avec Schlöndorff, on est allé voir Günter Grass, qui était l'auteur du livre, qui est vraiment un dieu de la littérature, et il a complètement détruit le scénario. Und danach habe ich beschlossen, okay, das war nichts mit dem Drehbuchschreiben und dann habe ich den Roman geschrieben. Et puis je me suis dit, finalement, les scénarios, c'est peut-être pas pour moi, et donc j'ai commencé à écrire des livres. Alors moi, j'étais perdue aussi parce que j'ai pas reçu, on m'a pas envoyé le bon livre, on m'a pas envoyé Danser sur les débris. J'ai lu l'autre, Baiser ou faire des livres, ou faire des films. Voilà, c'est ça. Et donc, j'étais complètement perdue. Mais ça a encore à voir avec le cinéma, puisque dans ce livre-là, c'est l'histoire d'un jeune Allemand qui arrive à New York pour vivre son rêve de cinéma. Il ne sait pas encore sur quel sujet portera son film, mais il sait ce qu'il refuse à évoquer, un film à la con sur les nazis. Mais la vie en décide autrement. Après, vous lirez dans le livre. Hein. Mais voilà, pour tout vous dire,
C'était assez confus tout ça, parce qu'il y avait une histoire de cinéma ici, une histoire de cinéma dans l'autre, le bon livre qui n'est pas arrivé, voilà. Mais ça donne envie de les lire tous. Alors, oui, Alors dans quel ordre? Alors tiens, on va demander à l'auteur. Dans quel ordre, maintenant qu'ils sont traduits en français, dans quel ordre faut-il les lire quand on n'a pas encore lu un de vos livres? Am besten alle gleichzeitig. Alors, tous en même temps. D'accord, on va essayer. Merci. Voilà, bon, pour conclure, Chris Cross écrit une œuvre forte sur son pays. C'est une écriture très vive, très personnelle, ce qui nous emporte beaucoup. Derrière une vision qui peut sembler acide, dure de son pays, il y a énormément de choses qui se cachent derrière pour en dire plus que ça. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de déceptions sur l'histoire du pays, mais en même temps, il y a une fascination aussi pour ce que ça amène et pour votre parcours. Donc, en tout cas, moi, je vous incite à lire son œuvre. Le premier paru en France à Bruxelles est un livre imposant, qui semble assez, qui pourrait faire un petit peu peur, on peut le dire, pour certains lecteurs. Allez-y sans problème, ça se dévore, c'est haletant et faut pas avoir peur d'être perturbé, voilà, d'être un peu secoué, mais c'est une très belle langue et voilà. Je vous incite c'est aussi à un des rôles de découvrir. la littérature, de nous secouer un peu. Tout à fait. Alors voilà, Sarah Messa est partie parce qu'elle avait donc un autre rendez-vous ce soir pour un autre débat. Mais je voulais remercier encore Guillemette Monge-Romero de l'avoir traduite. Merci à Éric Chacour d'être venu nous parler de son livre. Et puis bravo et merci aussi pour les livres de Chris Kraus. Et puis pour la traduction, merci Joanne Sanlaville. Je vais rappeler les titres des livres. Sarah Messa, La famille. Éric Chacour, Ce que je sais. Alors La famille, paru chez Grasset. Éric Chacour, Ce que je sais de toi, paru chez Philippe Ray. Et puis Chris Kraus, paru chez Belfond, et dont le dernier livre, mais il faut les lire tous et en même temps, vous avez bien compris, c'est Danser sur les débris. Voilà. Voilà, écoutez, je crois qu'on va fermer. Alors, j'ai même pas remercié le libraire. Non, mais c'est pas vrai. Le roi de la fête, quand même, le libraire. Merci Nicolas, merci beaucoup. Avec plaisir. Revenez quand vous voulez. Le café du libraire réouvre demain matin. Je serai là demain midi. À partir de 11h. Voilà. Et merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir